Bonjour à tous, bonjour les amis. Une fois n'est pas coutume, euh, je vais digresser mais accompagné cette fois-ci. Donc ça s'appelle une interview et je me trouve en compagnie de Gaëtan que je remercie beaucoup, qui m'a fait la gentillesse de participer à cette interview. Le thème, en gros, ça rejoint un petit peu une des vidéos précédentes que j'avais faites concernant la problématique des petits commerces, des indépendants. Voilà, je vais laisser Gaëtan se présenter. Bonjour. Eh bien, bonjour Gaëtan. Gaëtan, c'est génial. Et bonjour à tes amis, enfin, ceux qui écouteront cette vidéo, enfin, ou verront cette vidéo. Voilà, voilà. Donc, moi, je suis une ancêtre déjà, puisque j'ai 63 ans et que je suis commerçante à Tournai depuis maintenant 33 ans. Donc, je suis une ancêtre là-bas. Et voilà, j'estime que je suis une privilégiée parce que j'ai encore la chance d'avoir mon commerce. Euh, Par rapport à, je veux dire, tous les autres, enfin beaucoup d'autres en tout cas, qui n'ont plus cette chance, étant donné la conjoncture économique actuelle. Voilà, je crois que, je ne sais pas si je vais dire autre chose, mais enfin, je crois que ça me situe Quand, un peu. quand tu dis tu as encore la chance d'avoir ton commerce, Oui. ça implique que donc d'après toi il y a un déclin des petits commerces. Oui, malheureusement, un sacré déclin, un sacré problème. Donc, moi, j'ai eu la chance de commencer quand, je veux dire, c'était encore les bonnes années. Enfin, en fait, j'ai commencé en 84. Bon, il y avait déjà quelques bonnes années qui étaient derrière moi. Mais enfin, je dois dire que à cette époque-là, quand même, il y avait, peut-être j'ai oublié de me situer quand même vraiment. Je suis dans le centre piétonnier de Tournai. Donc, ça veut dire qu'il y a plus ou moins là une soixantaine de commerces. Quand j'ai commencé, il n'y avait aucune surface vide, aucune. À ce jour, il y a pratiquement la moitié des surfaces qui sont inoccupées. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un sacré problème. Je parle de Tournai puisque forcément j'y travaille, mais je constate que dans beaucoup de petites villes, en tout cas en Belgique et je crois qu'en France, ça commence également, il y a une désertification des petits commerces, des centres-villes qui est vraiment enfin, voilà, qui se confirme hélas de plus en plus. Ouais, ça enfin j'abonde un peu dans ton sens parce que j'ai eu l'occasion de voyager il y a ces 3 dernières années, notamment en France, et c'est vrai que j'ai constaté dans des petites villes, c'est, on va dire, beaucoup de petits commerces qui ferment. Mhm. Bon, c'est aussi une thématique, une problématique que reprend, enfin peut-être tu connais Pierre Jovanovic en fait, Oui. qui explique que bon, il y a même certains commerces pour faire illusion, donc le commerce est fermé, on va Mm. aller coller des autocollants Oui, tout sur à les fait. vitrines Tout à fait. pour Oui. faire comme Oui. si, Oui. voilà, Voilà, comme si c'était occupé. Oui, oui, tout à fait. ok. Oui. Et d'après toi, en fait, parce que précédemment, j'avais fait une vidéo justement en tournée, où ils sont en train d'agrandir en fait un des centres commerciaux, Mhm. allez, pas vraiment en périphérie, mais dans le centre, mais un peu excentré. Oui. Est-ce que d'après toi, ça joue dans ce déclin Certainement, certainement, certainement. Je crois qu'il y a enfin, pas mal de causes à ça. On pourra peut-être en parler après si ton interview va dans ce sens-là. Mais certainement que tous les centres périphériques, je veux dire, allez, prennent une clientèle. C'est vraiment c'est une certitude. Une certitude, il y a plusieurs raisons à ça. C'est que dans ces grands centres commerciaux, donc tous les commerces se retrouvent au même endroit. Il y a des facilités de parking gratuits. Or, en ville, tous les parkings sont payants, avec un système draconien. Enfin, voilà. Si on arrive 2 minutes en retard, ben, voilà, on a déjà une amende donc, qui se monte à 15 euros. Je crois que pour un petit achat, vite fait, si on se retrouve avec une amende de 15 euros, ben, ça n'incite pas les gens à revenir en ville. Donc, ça, certainement, les centres commerciaux. Je crois que, enfin bon, évidemment, il y a aussi le style de vie actuel, parce que dans,
style de vie aussi, on pourra en reparler si tu le souhaites, mais maintenant les gens, toutes les mamans travaillent, les besoins, les soi-disant besoins sont tels qu'on a besoin de 2 salaires pour pouvoir s'en sortir. Donc les mamans travaillent, parfois même font des heures supplémentaires pour essayer d'y arriver. Donc ça veut dire qu'on n'a plus le temps de flâner en ville, de regarder les petites vitrines. Alors on fait les courses vite fait, bien fait, dans une grande surface où tout est sur place, parce que ça va très vite. Ou alors, voire même maintenant, on commande ses courses par Internet et on se fait livrer ses courses. Enfin voilà, ça demande, je crois, pas mal de débats, toutes ces choses-là, tous ces arguments-là, mais c'est une réalité, une triste réalité. Ok. Et d'après toi, en fait, est-ce que tu peux, enfin, tu juges ou t'estimes que au niveau local, enfin, les responsables locaux pourraient en fait faire des choses pour inciter, pour aider les petits commerces? Oui, certainement, parce que là, enfin, je prends notre cas, bon, tout à fait spécifiquement, on a quand même quelques jeunes commerçants qui sont très dynamiques, qui essayent de faire des choses pour dynamiser le quartier, mais ce n'est absolument pas suffisant, c'est formidable, c'est très bien, je trouve ça génial, mais les gens n'ont, en dehors de ces animations, les gens n'ont plus envie de se balader parce qu'ils voient des vitrines vides. Donc là, je crois que c'est le rôle. C'est plus un but de promenade d'aller voir les magasins puisque les vitrines sont vides. Donc là, je crois qu'il y a un rôle essentiel de pouvoir en place, c'est d'essayer de faire des conditions, quitte à baisser les impôts, enfin bon, des choses comme ça, pendant quelques temps, et d'attirer, de promouvoir le centre-ville, donc de faire des démarches, de démarcher certaines enseignes pour qu'ils viennent s'installer au centre-ville, et de refuser certains permis de construire. Au départ, au niveau du centre commercial, il avait été prévu qu'il accueillerait uniquement les surfaces de plus de 400 mètres carrés. Donc ce sont des surfaces qu'on ne trouve pas au centre-ville. Puis finalement, j'imagine bien, moyennant des passe-droits, des finances obscures, on a accordé pratiquement à tout le monde la possibilité d'aller s'installer, d'aller installer son commerce voilà, à l'extérieur. Donc, et je crois qu'il y a aussi enfin ça c'est autre chose, mais des travaux réalisés de manière tout à fait anarchique voilà, qui bloquent. La circulation est devenue très très difficile. On souhaiterait une ville pratiquement piétonne. Or, étant donné l'état d'esprit des gens à l'heure actuelle, bon, les gens ne vont pas se balader, faire le tour de la ville à pied pour faire leurs courses. Ils ont besoin de stationnement, ils ont besoin voilà, d'un tas de choses à proximité. Et cette optique de faire des travaux, enfin, bien souvent inutiles et anarchiques, comme je l'ai dit, ça n'arrange rien du tout. Voilà. Oui, sans compter comme tu faisais référence donc à l'honnêteté exemplaire des hommes politiques, voilà. dans leur ensemble. Sans compter que ces travaux, donc, ce serait plutôt on va dire du copinage. J'ai l'impression que c'est du copinage parce qu'en fait, ces travaux durent depuis des années et des années. Il y a des choses qui ont été très mal faites, qu'on doit refaire 2-3 ans après. Je prends l'exemple du piétonnier. Il n'y a pas très longtemps, il y a déjà tout le carrelage qui saute. On a dû refaire une place, on a dû refaire un tas de choses de travaux antérieurs. Et à chaque fois, on fait appel à la même firme alors que voilà, les travaux ne sont pas bien réalisés. Donc ça pose quand même pas mal d'interrogations. Ouais, l'utilisation des matériaux aussi. L'utilisation des matériaux. On avait des matériaux locaux, des très bonnes pierres bleues de Tournai. Enfin, bon, je veux dire, le carrelage précédent, le pavage précédent était fait avec ces belles pierres. Il a tenu des dizaines et des dizaines d'années sans problème. Maintenant, on fait venir des trucs bon marché qui viennent de la Chine, de l'Albanie, enfin, etc., et qui n'ont aucune résistance. Et voilà. Et donc, finalement, on fait soi-disant des économies. C'est totalement faux. Ça revient bien plus cher puisque les travaux qui ont été mal réalisés doivent être recommencés. Donc d'après toi, ça pourrait être, sans tomber dans le complotisme de base, parce que c'est un terme à la mode, ça peut être en effet on va dire du mondialisme, d'après toi. Si on réfléchit un peu, j'en suis quasiment certaine, parce que, bon, on parle de Tournai puisqu'on est à Tournai, mais si on regarde un peu autour de soi, moi je crois que même les hommes politiques
n'ont plus tellement de pouvoir de décision. Ils sont devenus les marionnettes des grosses sociétés, sociétés financières, des gros groupes financiers, c'est le mot que je cherchais. C'est eux qui détiennent les clés de tout, et voilà. Et bon, les décisions ne sont même plus prises par les politiques, en fait. Certains ne s'en rendent peut-être même pas compte, mais bon, moi j'en suis persuadée. Hein. D'abord, si on parle maintenant de l'Europe, je crois qu'on doit voir plus loin que l'Europe, mais ne fût-ce qu'au niveau de l'Europe, sous le couvert de l'Europe, on ne peut plus prendre de petites décisions, ni en Belgique, ni non, on ne peut pas, pour les agriculteurs, pour les produits toxiques, enfin, etc. Non, l'Europe décide. Donc voilà, c'est un peu la politique du parapluie. Si l'Europe décide, voilà, on n'a plus aucun pouvoir de décision. C'est tout à fait regrettable et plus que regrettable. Ok. Donc, quand tu dis l'Europe, c'est l'Union européenne. Je parle de l'Union européenne. Les technocrates oui, tout à fait. oui, tout à fait. Qui ont été élus par le peuple et qui nous gouvernent. Voilà, exactement. De manière ironique, bien sûr. Oui, exactement. Et donc, en fait, oui, c'est... donc, d'après toi, il y a une espèce de pression un peu des lobbies. Une pression, oui, certainement, et une manipulation aussi. Enfin voilà, okay. Pression et manipulation. Voilà. Certains sont conscients ou peut-être pas, mais si on remonte un peu plus loin, si on va chercher des sources un peu différentes des médias en place, eh bien on se rend compte qu'il y a vraiment quand même un gros problème. Hein. On a pu s'en rendre compte récemment, parce que là, pour le coup, c'est sorti dans les médias traditionnels, enfin du mainstream, on va dire, avec l'histoire du glyphosate de Monsanto. Oui, tout à fait. Donc, tout à fait. C'est un exemple. Comme quoi, en fait, la Commission européenne a eu des études par rapport à la dangerosité du glyphosate, et qui étaient en fait juste les photocopies des rapports de Monsanto. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment un exemple typique. Ça, c'est vraiment tout à fait. Manifeste. Tout à fait. Ça, c'est l'exemple. On ne peut pas trouver mieux. Il y a un tas de choses du même acabit. Hein. Et je dirais accessoirement par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses parce qu'il est de bon ton, on va dire, dans les médias traditionnels, justement, puisqu'on aborde la question, il y a une espèce de, je ne veux pas dire criminalisation, mais une espèce de cabale un peu qui est lancée par rapport aux gens qui seraient eurosceptiques. Donc on entend souvent le terme de nazis, de complotistes évidemment. Qu'est-ce que ça t'évoque, parce que bon, au niveau, je dirais, bon, je te connais un peu, t'es pas sur l'échiquier politique, tu n'es absolument pas d'extrême droite ou de choses comme ça. Donc, absolument pas. Non. Et je comprends pas, je ne comprends absolument pas ce que le fait d'être eurosceptique a à voir avec le nazisme. Franchement, ça n'a rien à voir. On peut très bien privilégier sa région, son terroir, être attaché à ses racines, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec le nazisme. Absolument rien. C'est un mot que je déteste, le nazisme, parce que on sait ce que ça représente. Et voilà, non, absolument pas. Mais justement, ces gens-là, en général, ils assimilent ça parce que pour eux, être attaché à ses racines, à son terroir, c'est synonyme de repli sur soi, donc d'identité. Donc être identitaire, c'est être nationaliste. Donc nationaliste, raccourci, c'est nazi. Et donc c'est cette espèce de propagande, je dirais, utilisée, d'après moi, pour décrédibiliser un peu. Oui, tout à fait. Oui. Et pour moi, c'est une propagande tout à fait erronée, tout à fait. C'est de la manipulation, parce qu'encore une fois, être fier de ses racines, nous avons une culture, nous avons des racines. Moi, je suis très...
voilà, je suis absolument pas raciste. J'aide même, je fais partie d'une association humanitaire qui aide une population maghrébine, enfin, etc. Donc voilà, vraiment, c'est très malsain ce genre de décrédibilisation. Enfin, voilà, je trouve ça très très malsain et c'est vraiment une manipulation. Voilà, c'est pas, non, absolument défendre ses origines, défendre sa langue, sa culture, ça n'a rien, enfin voilà, défendre sa nation, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ok, et je dirais bon, d'une manière plus générale, puisqu'on est sur le thème, bon, disons, moi je suis en contact avec beaucoup de Français par les réseaux sociaux, tout ça. Mais par rapport à la Belgique, est-ce que tu crois que par rapport à la politique, parce que finalement il y a aucun parti qui prônerait, on va dire, le Belexit, donc la sortie de l'Union Européenne. Est-ce que tu crois que ce serait possible de voir ça en Belgique ou Ça, c'est un sujet qui est un peu plus délicat. En fait, au départ, la Belgique a été quand même une pionnière au niveau, enfin, je ne parle pas de l'Europe, mais la Belgique, au départ, c'est associé avec deux autres pays, donc ça s'appelle le Benelux, donc Belgique, la Hollande et le Luxembourg. Donc c'était déjà une espèce de petite entité, enfin voilà, au sein de l'Europe. Mais moi, je crois que, bon, il y a, enfin, maintenant, est-ce que la Belgique pourrait... il y a quand même au niveau de la Belgique un gros problème, c'est le problème... enfin, on parle de problème linguistique, mais ça devient plus un problème économique, enfin politique, etc., que linguistique, voire culturel, entre wallons et les néerlandophones et flamands. Ce problème s'était un peu calmé pendant quelques années. Maintenant, ça revient de manière assez... je ne trouve pas le terme, mais enfin voilà, ça revient très, très fort sur la table. Maintenant, est-ce que là... Donc on pourrait très bien avoir un éclatement déjà au niveau de la Belgique. Bon, comme il y a l'autonomie on parle maintenant beaucoup d'autonomie de la Catalogne. On pourrait avoir l'autonomie de la Flandre, l'autonomie de la Wallonie. Est-ce que ce serait viable? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Je n'en suis pas persuadée du tout. Moi, je suis contre l'Europe, en tout cas, telle qu'elle est pensée et telle qu'elle est... oui, telle qu'elle est pensée, la manière dont elle fonctionne actuellement. Maintenant, je ne suis pas contre une Europe intelligente, qui respecte... Enfin voilà, il y a moyen de vivre ça autrement. Donc voilà, même au sein de la Belgique, il y a moyen de faire les choses différemment, mais je ne sens pas du tout cette volonté, étant donné en plus, effectivement, toutes les manipulations, je ne sens pas du tout cette volonté de voir fonctionner une Europe intelligente. Pas du tout. Donc là, gros point d'interrogation. Tu serais plutôt de ces gens, personnellement c'est mon cas, mais qui serait pour une Union Européenne entre, on va dire, nations souveraines qui collaborent entre elles. Voilà, tout à fait. Avec une part d'autonomie pour pas mal de choses quand même. Oui, un petit peu comme avant, comme avant 1992, avant Maastricht. Oui. On a connu, je crois que c'est à partir de 1957, la collaboration entre 6 pays. Oui, tout à fait. Oui. Et puis bon, finalement, on se rend compte qu'il y a... peut-être les jeunes qui sont nés dans les années 2000, qui ont toujours connu ça, forcément s'en rendent pas compte. Mais qu'avant ça se passait très bien. Voilà, il n'y avait pas de oui, problème, tout à fait. Non, parce que, oui, tu as tout à fait raison, parce que quand on voit la façon quels sont les avantages de l'Europe telle qu'elle fonctionne, je ne sais pas, vraiment, je n'en vois pas beaucoup, parce qu'on perd toute notre liberté, et alors elle ne fonctionne pas correctement. Il suffit de voir la différence de prix entre certains pays, je parle bêtement, par exemple, du tabac, entre la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, etc. Donc voilà, il y a des différences de prix énormes qui font que
c'est humain, c'est normal, les gens vont faire leurs courses dans d'autres pays. Inversement, l'eau, enfin, les boissons coûtent beaucoup moins cher, les produits ménagers coûtent beaucoup moins cher en France, donc les Belges vont acheter leurs produits, enfin voilà. Autre gros problème, c'est au niveau de, comment vais-je dire, au niveau des métiers, au niveau, par exemple, je prends les routiers, par exemple. Bon, les routiers des pays de l'Est ont pour la plupart, enfin, les gros trucs de routiers ont pour la plupart aller casser, je veux dire, les routiers belges, français, etc., parce qu'ils pratiquent ils ont des pratiques qui ne sont pas du tout correctes. Enfin, je n'en veux pas au routier lui-même, j'en veux au fonctionnement, bien sûr. Ils travaillent, ils font des heures pas possibles, ils ne respectent pas les timings, les arrêts, etc. Et ils sont payés beaucoup moins cher. La même chose pour des ouvriers du bâtiment. Moi, si un employeur belge emploie des ouvriers polonais, je sais pas, portugais, peu importe. Les normes doivent être les mêmes, les salaires doivent être les mêmes, les charges doivent être les mêmes. Mais non, ils les payent beaucoup moins cher, ce qui fait que, voilà, au détriment de... encore une fois, c'est absolument pas du racisme, je suis contre le mauvais fonctionnement du système, mais au détriment des ouvriers belges qui sont sans travail, on emploie des ouvriers étrangers parce qu'on les paye moins. Voilà, c'est ça le mauvais fonctionnement de l'Europe. Et ça, oui, donc c'est l'Union européenne qui a mis ça. Je crois que c'est la directive, c'est Bolkestein, je crois. Là, tu en sais peut-être un peu plus que moi, parce que je ne peux pas dire exactement, mais enfin, je sais que c'est la réalité, que ça existe. Maintenant, Bolkestein, comme tu dis, enfin voilà, je suis pas ça. Sauf erreur de ma part, je crois que... Je ne vais pas le dire parce que je ne sais pas. Ouais. Ok, bah écoute, ça nous fait 21 minutes là. Oui. Donc on va peut-être commencer tout doucement. Commencer à penser à... Je sais pas si tu as éventuellement une conclusion par rapport... J'aimerais bien quand même terminer par une petite note positive. Voilà, voilà, je te laisse le mot de la fin. Parce que là, bon, je sais que j'ai... Enfin, c'est déjà pas mal, hein, le temps qu'on a bien discuté, mais il y a tellement de choses à dire, donc c'est un peu un résumé. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui me réchauffe le cœur, c'est de voir quand même dans mon entourage et d'entendre à droite, à gauche, des personnes qui sont quand même bien conscientes du problème, qui essayent d'en revenir, enfin voilà, qui malgré tout prennent du temps pour favoriser les petits commerces locaux, les petits producteurs, les petits artisans, enfin d'essayer de vivre un petit peu dans certains villages des pratiques de services, d'échange, enfin bon, voilà, toutes ces petites choses-là, pour moi c'est une lueur d'espoir et j'espère qu'elle va faire boule de neige. Évidemment c'est encore une minorité, mais essayons quand même de croire que cette minorité pourra devenir un jour beaucoup plus importante et qu'elle pourra anéantir tout le système corrompu qui nous mène. Voilà. Ok, ben, ma foi, c'est une fort belle conclusion. Merci beaucoup. Eh bien, merci aussi à toi, Gaëtan. Écoute, une bonne continuation dans tes activités. Oui, on va essayer. Voilà. Merci.